Je m'appelle Max Fontaine, j'ai 25 ans. Je suis né ici à Madagascar et j'ai étudié ici jusqu'à mes 17 ans. Ensuite, je suis allé étudier au Canada pendant 5 ans. J'ai étudié dans une école de commerce à Montréal. Et après mes 5 ans d'études, j'ai décidé de rentrer à Madagascar parce que voilà, je voulais apporter ma pierre à l'édifice du pays. Et ensuite, j'ai fait différentes choses en rentrant au pays. J'ai créé une première société dans l'agriculture. J'ai travaillé aussi pour une entreprise dans le textile. Et petit à petit, on a commencé à monter le projet Bond. Et maintenant, c'est devenu une petite entreprise. Donc maintenant, je fais partie des premiers. Enfin, je suis le fondateur de Bond avec une équipe qu'on a composée en 2018. Et maintenant, ça fait 3 ans que Bond prend la plupart de mon temps. Alors déjà, par rapport à l'entrepreneuriat, c'est parce que moi, personnellement, je suis persuadé que l'entrepreneuriat, c'est je dirais pas le seul, mais le meilleur moyen de développer Madagascar en fait. Parce qu'un entrepreneur, il crée de la valeur, il crée de la richesse pour le pays, il paye des impôts, il crée de l'emploi. Et du coup, je me suis dit, avant, il y a quelques années, peut-être que j'aurais pas voulu devenir entrepreneur. Après, quand j'ai vu vraiment l'impact que peut avoir un entrepreneur sur le pays, je me suis dit que voilà, il faut se lancer. Ensuite, dans l'environnement, tout simplement parce qu'un entrepreneur, il doit répondre à un problème. On ne peut pas juste entreprendre comme ça et parce qu'on a envie d'entreprendre. Il faut d'abord partir du problème. Et dans l'environnement ici à Madagascar, il y a vraiment beaucoup trop de problèmes. Et voilà, nous, on a essayé de trouver un modèle d'entreprise qui pouvait répondre à un problème particulier. Donc dans notre cas, la perte de la biodiversité, la déforestation. Et voilà, du coup, c'est pour ça qu'on a décidé d'entreprendre dans l'environnement. En fait, Bond, justement, nous, on sait que tout le monde faisait déjà du reboisement avant. Ça, je pense que tout le monde le voit dans les journaux. Il suffit d'ouvrir les journaux au mois de décembre, que ce soit les entreprises ou les écoles ou les ministères ou les églises, tout le monde fait du reboisement. Et en fait, si on gratte un peu, si on va voir les reboisements qui ont été faits, on se rend très vite compte que les reboisements, ils n'ont pas de résultat, en fait, ils n'ont pas d'impact. Vous pouvez prendre au hasard des reboisements qui ont été faits et aller sur place. Soit il n'y a plus de jeunes plants, soit ils sont morts, soit ils ont été brûlés. Et en fait, parce que déjà de 1, il n'y a pas d'expertise technique, ça veut dire qu'on plante n'importe quoi. Enfin, on plante de la monoculture d'eucalyptus et de pin, dans 80% des cas, c'est ce qu'on fait à Madagascar. Ensuite, il n'y a pas de suivi des reboisements. Donc typiquement, on descend du bus, on met les jeunes plants dans la terre, pique-nique avec les équipes, et puis on part et on revient l'année suivante. Et on voit qu'il n'y a rien qui a poussé, mais ça choque personne. Et la dernière raison de pourquoi on a lancé Bond, c'est que les projets de reboisement n'incluaient pas les populations locales en fait. C'est qu'on allait sur les terrains, on plantait, et en pensant bien faire, mais on n'incluait pas les populations locales. Et nous en fait, Bond, on veut vraiment les mettre au cœur du projet. On leur demande de choisir les espèces, on leur demande s'ils veulent reboiser. Tous nos arbres, on les plante sur des parcelles paysannes, donc on les plante chez des paysans. Et pour être sûr que, en fait, les gens dans les campagnes sont une des grosses causes de la déforestation, vu qu'ils ont besoin de charbon, ils ont besoin de couper du bois. Donc nous, on veut en faire une solution aussi, donc c'est pour ça qu'on les met au cœur de nos solutions. Et voilà, c'est pour ça qu'on a lancé Bond. Et en gros, Bond répond à ces 3 problèmes-là, et puis c'est ça vraiment le cœur de notre modèle, quoi. C'est vrai que lancer une entreprise, c'est toujours difficile, et à Madagascar encore plus qu'ailleurs, je pense. De façon globale, la première chose déjà, c'est qu'ici, il n'y a pas vraiment d'incitatif à entreprendre. Comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, il y a pas mal de pays où quand on entreprend, la première année par exemple, on ne paye pas d'impôts ou on ne paye pas de taxes, ou bien quand on entreprend, on peut toucher des allocations, être considéré par exemple comme un chômeur pendant 1 an, histoire de pouvoir travailler sans avoir besoin de ramener de l'argent tout de suite. Il ne faut pas attendre des entreprises qu'elles soient rentables dès la première année. Et ça, à Madagascar, c'est difficile parce que nous, dès la première année, bam, il faut payer les impôts, il faut payer les taxes, il faut payer l'IRSA, il faut payer les cotisations sociales. Et ça, c'est assez difficile parce que voilà, déjà, les entreprises ont du mal à être viables tout court. Et ensuite, avec toute l'administration à côté, nous, on a de la chance parce qu'on a été bien entourés. On a un comptable dans l'entreprise, etc. Donc on a des personnes qui s'occupent de ça. Mais j'imagine que pour 90% des entrepreneurs à Madagascar, ça doit être très difficile et puis ça doit leur tomber dessus d'un coup.
Et l'autre difficulté qu'on a eue un peu, nous, c'était par rapport au foncier. On fait du reboisement, on a besoin de travailler avec de la terre et on n'a pas encore eu un seul mètre carré de terrain domanial par exemple ou bien de mise à disposition. Nous, on ne veut pas être propriétaire des terres, on veut reboiser. On n'a jamais eu d'autorisation pour planter sur un seul mètre carré. Et c'est pour ça qu'on a dû dévier ce problème et puis travailler chez les paysans qui, eux, sont propriétaires de leurs terres, ont besoin de reboisement et nous, on va reboiser chez eux en fait. Pour créer l'entreprise, d'abord, en fait, le projet, on a travaillé surtout sur le projet avant que l'entreprise soit créée légalement. Et puis quand on sentait que c'est bon, il fallait passer un cap, il fallait formaliser l'entreprise, c'est là qu'on a fait les procédures classiques, on est passé par le DBM, etc. Ensuite, par rapport à Nexta, c'est qu'on a eu la chance de rencontrer Carole, la directrice de Nexta. Et elle nous a proposé en fait, d'être incubés là-bas. Nous, au départ, on ne connaissait pas trop encore le monde des incubateurs à Madagascar, etc. Et puis au final, ça devait durer 6 mois et on est resté presque 24 mois chez Nexta. Et ils ont vraiment contribué au fait de nous lancer en fait. On a été dans un environnement sain, on se sentait en sécurité avec des gens de confiance qui voulaient vraiment qu'on se développe. Et voilà, c'était un pari gagnant d'être allé chez Nexta. En fait, moi, de base, quand j'étais jeune, j'étais pas sûr de vouloir être un entrepreneur ou quoi. J'ai grandi dans une famille d'entrepreneurs, mais ça ne me parlait pas vraiment. Moi, je voulais plutôt avoir une carrière dans les organisations internationales ou dans le secteur public. Du coup, quand j'étais au Canada, quand mes études approchaient de leur fin, j'ai eu pas mal d'offres d'emploi dans des institutions internationales, que ce soit aux États-Unis ou au Canada. Et ça m'a fait beaucoup réfléchir. Et c'est venu d'un coup où je me suis dit, mais en fait, rappelle-toi de pourquoi tu es venu ici de base. Et puis le gamin qui a quitté Madagascar à 17 ans, je pense que lui, dans sa tête, il s'était promis de revenir directement après. Et voilà, on se dit qu'avec beaucoup moins de moyens, on peut avoir beaucoup plus d'impact à Madagascar que dans ces pays-là. Et voilà, parce qu'on vit qu'une fois, parce qu'on est jeune et que le pays il a besoin d'initiatives. Et au final, j'ai pris ça quasiment comme sur un coup de tête. Et le soir de mon dernier examen, j'étais déjà dans l'avion pour rentrer à Madagascar. Alors, à la base, Bond, notre projet, c'était de faire un record du monde de reboisement. On voulait planter 1 million d'arbres en une journée, donc ça allait être le premier record du monde Guinness pour Madagascar. On devait travailler avec l'État et puis plusieurs ministères dessus. On a beaucoup travaillé dessus, quasiment pendant 1 an, gratuitement, avec toutes nos équipes, où nous, on a déboursé de l'argent justement pour faire toutes les études, etc., pour aller sur les terrains, pour concevoir le projet. Malheureusement, le projet n'a pas eu lieu pour des raisons, je ne sais pas comment j'appellerais ça, des raisons politiques, des raisons relationnelles, bref, ça n'a pas eu lieu. Ça a vraiment touché toute l'équipe très fortement. On était arrivé à une dizaine de collaborateurs, on est retombé à 4 parce que voilà, c'était compréhensible, il y avait des personnes qui étaient dégoûtées, il y avait des personnes qui avaient besoin de faire autre chose. Et moi, j'estime que c'est là la vraie naissance de Bond en fait. Sur le moment, ça fait mal. C'est vraiment pas drôle à vivre comme moment, surtout en tant que chef d'équipe. Voilà, je m'attendais à ce que plus personne ne veuille continuer le projet et j'aurais tout à fait compris ça. Et finalement, il y a eu 3 soldats qui ont voulu continuer en plus de moi. Du coup, on était 4. Et ça, c'était vraiment quelque chose que je trouvais incroyable personnellement autant que professionnellement, en fait, de voir que malgré les difficultés, il y a des personnes qui ont la même vision et puis qui continuent à s'investir malgré les problèmes, quoi. Le plus gros, je pense que voilà, ça on l'a déjà compris, c'était l'histoire du record du monde. Ensuite, après d'autres petits échecs qu'on a rencontrés, il y a par exemple, à la base on voulait faire notre projet de reboisement qu'on fait en Jamasne actuellement. On voulait le faire sur la RN1 à Miarnariv, du coup on s'était impliqué pas mal aussi dans la région, on a fait beaucoup de descentes sur place. Et au final, on a appris que voilà, le chef Fungtan avait fait n'importe quoi, il avait dit n'importe quoi aux paysans et que les paysans ne voulaient plus travailler avec nous. Et nous, du coup, on s'est dit que si les paysans ne sont pas 100% engagés, on va changer d'endroit. Du coup, on a changé totalement de stratégie. On est allé à Anjamas, où là, on a été accueillis vraiment à bras ouverts.
D'autres obstacles qu'on a rencontrés, moi je pense que c'est les petits obstacles du quotidien. Vraiment typiquement le fait de faire des proformas, des contrats, des réunions. On peut passer 20 heures ou voire beaucoup plus sur concevoir un partenariat et au final la personne ne signe pas ou signe avec quelqu'un d'autre. Donc ça c'est des petits obstacles qui font mal, mais le but c'est de passer très vite à autre chose, quoi. Le secret, il n'y a pas de secret, je pense que c'est le travail, c'est le fait de satisfaire nos partenaires, que ce soit les clients, les fournisseurs, les bailleurs, les partenaires. Être sérieux, avoir de l'impact, tenir sa parole et puis être transparent avec les gens et puis savoir attirer les talents aussi dans l'équipe. Personnellement, déjà, je pense qu'il faut relativiser très vite les échecs. Moi, je pense que c'est faux les gens qui disent oui, ayez des échecs, il faut absolument faire en sorte d'avoir des échecs. Il n'y a personne qui a réussi et qui cherchait les échecs. En fait, il faut se battre à 100% comme si on n'allait pas avoir d'échecs, vraiment se donner à fond. Et l'échec, il arrive, on ne sait pas d'où ça peut venir. Si on sait d'où il peut venir, l'échec, on peut le contrer. L'échec, c'est la définition de l'échec, c'est que voilà, c'est une surprise, ça tape, bam, ça fait mal. Ensuite, quand ça arrive, il faut relativiser, il faut prendre du recul, il faut se dire des échecs, je vais potentiellement en vivre des encore plus grands. J'oublie pas la vision que j'ai sur le long terme. Et voilà, c'est reparti. Ça ne dépend pas que de ma personne. En fait, si moi je me mets dans un mauvais mood, je risque de transmettre ça à toute l'équipe. Donc moi, souvent, quand j'ai un échec, j'essaye de ne pas le transmettre au reste de l'équipe. Il y a aussi cette responsabilité-là en tant que leader. Quand il y a un échec, il faut prendre la peine de se dire « Ok, là, il y a un échec, j'ai regardé où est-ce que ça n'a pas fonctionné, comment je peux faire en sorte que ça n'arrive plus. » Et après, on avance, quoi. On passe à autre chose et on attaque. Alors déjà, la première chose qui nous attire, c'est surtout l'impact qu'on a je dirais pas encore sur tout Madagascar parce qu'on est encore à petite échelle, mais l'impact qu'on a sur nos partenaires, que ce soit par exemple les paysans avec qui on travaille, ou les écoles où on fait des sensibilisations, ou les bénévoles qu'on a pu faire venir. Par exemple, on a pu faire venir 1850 bénévoles pendant la saison de reboisement. Ça, c'est ça qui nous motive en fait à nous lever le matin. Quand là, on approche les 40 collaborateurs chez Bond, ça nous attire aussi en fait à la fin de chaque mois de se dire que l'entreprise a permis de générer tant d'emplois et de potentiellement faire vivre tant de familles. C'est l'impact qu'on a en fait. Voilà, sans parler bien sûr de tout l'impact sur l'environnement et la biodiversité. Et puis je finirai par dire que quand on entreprend, on est maître aussi des décisions de son entreprise. Bien sûr, je ne prends pas toutes les décisions tout seul, j'ai des directeurs avec moi. Mais la liberté en fait, de prendre des décisions stratégiques, ça c'est vraiment le plaisir de gérer une entreprise, de prendre des risques. Et voilà, le jeu en vaut clairement la chandelle. Comment on trouve des nouveaux partenaires? Aujourd'hui, le marché malgache, nous on travaille par exemple dans la RSE, on travaille en responsabilité sociale des entreprises, on aide en fait les entreprises par exemple à réaliser des projets de reboisement à impact. On leur dit le reboisement c'est pas votre métier, de toute façon vous le faisiez pas très bien parce que c'est normal, vous n'avez pas forcément d'ingénieur agronome, de forestier dans votre équipe. Et à Madagascar le marché est encore assez restreint. J'estime qu'on a quand même eu des partenariats avec, je dirais pas la plupart, mais pas mal de grandes entreprises à Madagascar. Alors, au tout début, c'était vraiment très difficile de vendre nos projets à des partenaires quand on n'avait aucune pépinière, on n'avait pas encore de partenaires. Les plus difficiles, c'était vraiment les premiers. On a eu de la chance de trouver des partenaires qui ont cru en nos personnes et en notre modèle. En fait, ils avaient vu qu'on avait vraiment travaillé dur, que l'expérience justement du record du monde qui avait échoué, ça nous avait forgé aussi. Et que tout le travail qu'on avait fait, il n'a pas été vain vu qu'on a quand même pu concrétiser nos projets. Je pense que peut-être que je me suis mal exprimé, mais on a du mal à trouver les marchés. C'est-à-dire que je pense que là, on doit avoir peut-être 18 ou 19 partenaires depuis le début de Bond, mais on a dû envoyer 200 proformas, 200 contrats et rencontrer peut-être 500 entreprises. Enfin, je dis ça comme ça, mais c'est très difficile. Et puis souvent, les gens ils disent « Ah, on adore votre projet, on est très intéressés, venez me voir et tout ». Ils me contactent sur LinkedIn, par mail, par WhatsApp.
Une fois qu'on arrive, oui, c'est vraiment intéressant ce que vous faites, on adore, on veut soutenir les jeunes. Et quand on leur envoie la proforma ou le contrat, on n'entend plus de nouvelles. Donc non, on a eu beaucoup de difficultés par rapport à ça. Ça nous forge aussi, hein, ça donne de l'expérience, ça donne de la sagesse et de la patience. On sait très bien que ce n'est pas que quelqu'un nous contacte que ça va tout de suite conclure un partenariat. Et non, c'est très difficile. Et puis surtout, il faut se battre. Chaque partenariat qu'on a eu, il n'y en a eu aucun qui a été très facile comme ça. Un coup de téléphone, ah j'adore ce qu'on fait, ok on vous paye. Il faut les convaincre, il faut qu'ils comprennent qu'en travaillant avec Bond, ils investissent sur un projet qui a vraiment un retour et un impact sur la population, sur l'environnement, que c'est quelque chose d'innovant, qu'ils auront leur retour. Nous, on est une entreprise. On n'est pas une association, donc ce que les entreprises financent à travers nous, ce n'est pas un don, ce n'est pas de la philanthropie, ce n'est pas du bénévolat, ce n'est pas du mécénat. C'est un service, donc nous, on est obligé de faire en sorte que nos projets ils fonctionnent. Sinon, notre entreprise, dans 2 ans, elle est morte. Hein. Alors, notre plus grande réussite, je pense, ça c'est moi personnellement, peut-être que les autres membres de l'équipe diront autre chose, mais c'est d'avoir fait venir plus de 1850 personnes sur nos terrains pendant la saison de reboisement. Il faut comprendre que nous, à la base, c'était quelque chose qu'on n'avait même pas trop imaginé. On pensait qu'on allait faire venir quelques bénévoles, 200 peut-être sur la saison. Et ça veut dire qu'entre novembre 2020 et février 2021, il y a 1850 personnes qui sont venues reboiser avec nous les samedis matins. Ça veut dire que c'est de l'action concrète, c'est pas une application sur internet ou quoi. Les gens ils sont venus, ils ont mis la main à la terre, ils ont planté des arbres. Et ça c'est quelque chose à laquelle on ne s'attendait pas du tout. Il y a des familles qui venaient avec leurs enfants, les parents, il y a des couples qui venaient, des amis, des gens qui venaient comme ça. On a rencontré des personnes incroyables sur ces 1850. Je me rappelle d'une femme qui s'était donné comme objectif personnel de planter 1000 arbres toute seule tous les ans. Du coup, elle était là, elle plantait avec ses écouteurs, elle n'avait pas de binôme. Enfin, on voit des choses incroyables et ça, c'est notre plus grande fierté en fait, parce qu'on a remarqué que la population malagasy, et notamment la jeunesse, elle a envie de s'impliquer, elle est consciente des problèmes de la déforestation, du changement climatique, mais on dirait qu'on ne propose pas assez d'opportunités d'agir concrètement. Et sinon, c'est aussi d'avoir 114 paysans partenaires. Ça, c'est quelque chose à laquelle on ne s'attendait pas du tout. Surtout qu'à Madagascar, on sait très bien comment c'est difficile dès qu'on parle de terre, dès qu'on touche au sol des gens. Le foncier, ici, c'est un sujet ultra tabou. Et voilà, ça a été très difficile aussi. Hein, la partie la plus difficile de notre travail, c'est vraiment le travail avec les populations locales, avec les paysans. Et voilà, on a réussi à avoir 114 partenaires dans les campagnes. Et ça, c'est une grande fierté parce que c'était pas du tout gagné d'avance. Et la plus grande fierté, c'est qu'ils aient accepté et qu'ils soient satisfaits aujourd'hui de voir leur terrain avec des arbres fruitiers, des arbres de rente dessus. Alors, les skills personnels, moi je dirais, pour entreprendre, c'est surtout les soft skills. C'est-à-dire être bon en compta, être bon en RH, en informatique, etc. Ça, il y a des techniciens qui sont très bons là-dedans et puis qui seront toujours meilleurs qu'un entrepreneur. Moi, je pense qu'un entrepreneur doit s'entourer de personnes plus intelligentes que lui dans chacun des domaines. Notre directeur com, c'est le meilleur en com que je connaisse, en tout cas avec qui je pourrais travailler. Le directeur technique, pareil. Et il faut accepter que, parce que souvent, surtout à Madagascar, je pense que les chefs d'entreprise, on est encore dans la méthode père de famille, le chef d'entreprise c'est le boss, c'est celui qui prend toutes les décisions, etc. Et je pense qu'au XXIe siècle, on ne peut plus diriger comme ça, donc il faut qu'un entrepreneur cherche à s'entourer de personnes plus intelligentes que lui. Et surtout, quand je dis les soft skills, c'est vraiment c'est des petites touches au quotidien, comment on va se comporter dans une réunion, comment on va se comporter avec des collaborateurs qui ont des problèmes, comment on inclut les gens dans l'entreprise. Pour moi, tout ça, c'est bien plus important, en fait, fédérer un groupe. Nous, on dit tout le temps que chez Bond, pour entrer chez Bond, le plus important, ce n'est pas le CV ou les hard skills, c'est surtout la personnalité, c'est un esprit avant tout. Nous, on est une entreprise jeune, l'information est très transversale, horizontale, les décisions se prennent très vite. On veut que les équipes communiquent entre elles, que pas tout le temps que ça doive passer par la direction, N+1, etc. On est vraiment contre ce système-là, donc voilà, pour entreprendre, il faut vraiment être à l'écoute de ses collaborateurs, avoir le goût du risque aussi.
prendre des décisions et puis croire en la décision. Et puis une fois que la décision est prise, ne plus du tout regarder en arrière, vu que de toute façon, qu'elle soit la bonne ou la mauvaise, c'est cette décision-là qui aura été prise. Et autant T+1, il y aura une nouvelle situation et on verra. Donc il faut pas trop réfléchir, vraiment avancer. Ça, c'était un de nos problèmes aussi chez Bond dans nos premières années. C'est qu'on voulait être parfait, on voulait faire les choses trop bien, comme si la vie c'était un mémoire de master. Alors que pas du tout, il ne faut pas attendre d'être prêt à 100% à chaque fois, il faut juste y aller quand il y a les opportunités à attaquer. Et voilà. Mais après, il y a plein d'autres soft skills dont je n'ai pas pu parler là, mais pour moi, c'est vraiment, globalement, c'est le plus important. Hein. Alors quand on était à l'université, franchement, aujourd'hui avec du recul, je me dis on était des pros des business plans. Genre on pouvait vous faire un business plan d'un projet qu'on n'avait même pas encore touché, un business plan avec toutes les études de marché, les études de rendement, tous les tableaux de compta, tous les états financiers prévisionnels sur 5 ans, tout ça on savait le faire. Aujourd'hui, je pense que je ne referai plus. On a compris que la réalité du terrain, c'est ça qui dicte. En fait, le business plan, c'est bien de savoir qu'est-ce qu'on veut faire, c'est quel marché, c'est quoi comme produit ou service qu'on vend. Mais plus perdre de temps à essayer de vraiment tout rendre ça tout propre, tout beau. Je pense que c'est l'action qui prime là aujourd'hui. C'est drôle hein, comment en 3 ans on peut changer d'avis. Mais je pense que c'est les expériences qui petit à petit nous ont forgé sur ça. Les petits échecs du quotidien, le grand échec du record du monde. Ça nous a vraiment appris à agir plutôt qu'à parler et à agir plutôt que concevoir, quoi. Alors la définition du mot succès, bon, je pense pas que, je pense qu'il y a autant de définitions du mot succès qu'il y a d'humains sur Terre, mais c'est très subjectif. Moi je dirais que le succès, c'est de faire ce qu'on aime déjà. Ça c'est quelque chose, je vois pas quelqu'un réussir, je dirais réussir selon les critères qu'on imagine dans la vie aujourd'hui et faire quelque chose qu'il n'aime pas. Donc prendre du plaisir au quotidien dans ce qu'on fait, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème, mais c'est dire que être amoureux du chemin plutôt que du résultat, quoi. Aimer ce qu'on fait au quotidien, ça c'est le plus important. Donc les problèmes, on les embrasse, même si c'est chiant, etc. Et surtout, je pense que quelqu'un qui touche la vie des autres, c'est quelqu'un qui, pour moi, ça c'est du succès parce que ça dépasse sa propre personne et on laisse une trace chez d'autres personnes. Ça c'est une grande définition du succès pour moi, avoir de l'impact sur son pays, sur les prochaines générations. J'imagine pas en fait parler de succès concernant quelqu'un qui ne touche que lui-même. Pour moi ça c'est ni succès, ni synonyme de succès, ni de réussite, quoi. Encore une fois, ça aussi, je pense que ça joue à très peu de facteurs. Hein. Probablement, il y a peut-être un facteur chance, bonne étoile, croire en sa bonne étoile, etc. Après, je pense qu'avec du recul, la persévérance, on est vraiment passé. Je pense que j'ai vu les moments où j'aurais pu m'arrêter au même moment que ceux qui ont abandonné leur projet. On a vraiment vu les moments où, ok, là, il y a 90% des gens qui arrêtent. Et j'ai eu de la chance d'avoir vraiment des personnes, je dirais pas solidaires parce qu'ils pensaient à eux aussi, mais visionnaires, qui ont cru au projet et avec qui si j'étais seul, je pense pas que j'aurais pu continuer. J'aurais jamais pu continuer. Et donc oui, j'ai la chance d'avoir su m'entourer des bonnes personnes, d'avoir pu aborder les bonnes personnes aussi au bon moment, que ce soit par exemple les partenaires, les entreprises. Et le travail, c'est difficile de parler de soi-même, hein, de prendre du recul et de savoir si on bosse plus que les autres ou pas. Mais je pense quand même qu'on a fait beaucoup de sacrifices ces 2-3 dernières années. Toutes les fois où on était, comme je disais, sur le terrain les week-ends pendant 4 mois d'affilée, ne pas avoir de semaine à Tana, ne pas avoir de vendredi, samedi, dimanche, être tout le temps en plein cagnard, surtout qu'au mois de décembre, c'était la sécheresse, il faisait plein soleil toute la journée. Nous, on ne le voit pas comme un sacrifice sur le moment, plutôt comme une responsabilité. Mais avec du recul, on se dit qu'on aurait très bien pu faire autre chose. Et là, peut-être que l'entreprise n'aurait pas fonctionné. En fait, nous, la seule chose que je peux dire de sûr, c'est qu'on s'est donné tous les moyens pour essayer d'y arriver. On n'a pas essayé de donner de place à la chance ou quoi, on a travaillé dur. Je dirais pas forcément plus dur que les autres, vu qu'on ne peut pas dire que notre métier est plus dur que celui des autres. Mais en tout cas, je ne pense pas que ce soit que du hasard. Et je pense qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui peuvent le faire aussi par contre.
Déjà, il faut savoir que nous, Bond, on est parti qu'avec nos fonds propres. Hein. C'est les sous qu'on a mis pendant la préparation du record du monde ou quoi. On a touché 0 €, enfin 0 arrière de qui que ce soit. Et c'était le reste, les très peu d'économies qui nous restaient de nos emplois précédents qu'on a mis dedans. Ensuite, par rapport à l'argument que oui, ceux qui réussissent, c'est soit des personnes qui héritent ou bien qui sont issues de bonnes familles, c'est un argument que par exemple on nous a déjà sorti. Moi, je pense que c'est peut-être plus facile d'avoir la volonté quand on n'a pas eu par exemple tout ce qu'on souhaitait avoir peut-être dans la jeunesse ou quoi. Mais je pense aussi que l'inverse n'est pas plus faux, c'est-à-dire qu'on peut avoir grandi dans des conditions où on n'est pas à plaindre, où on a eu à manger tous les jours et un toit, mais avoir envie aussi d'avoir de l'impact, de se donner, d'avoir un projet. Je ne dis pas qu'on a des parents riches, mais en tout cas, on nous a déjà fait plusieurs fois la reproche que oui, c'est des jeunes entrepreneurs, mais c'est facile pour eux, ils ont toujours eu à manger, etc. Ils n'ont pas eu besoin de trouver. Bah voilà, nous, on n'a pas demandé d'argent à nos parents pour faire l'entrepreneuriat. Après, voilà, on doit tout à nos parents. Ils nous ont payé nos études, ils nous ont voilà, éduqués. Ce que peut-être ça nous a apporté d'avoir été dans une famille d'entrepreneurs, c'est surtout la mentalité, je pense, plus que les fonds ou quoi. Personnellement, mon père, il est entrepreneur et bah, je l'ai vu quand c'était difficile, quand on était jeune, on voyait que l'entrepreneuriat, ça n'a jamais été facile, qu'il gérait des personnes, qu'il y avait des personnes, des situations délicates avec ses ressources humaines, avec les finances, qu'il y a des... C'est grandir dans une famille d'entrepreneurs, je pense que c'est très différent de grandir par exemple dans une famille de fonctionnaires où tous les mois l'argent rentre, etc. quoi. Nous, on voit vraiment que c'est un parcours sinueux l'entrepreneuriat et du coup, les parents entrepreneurs, ils soutiennent aussi en fait les choix des enfants. Je sais que moi j'ai des amis qui auraient aimé entreprendre, mais les parents n'étaient pas forcément d'un soutien. Les parents ils disaient va travailler dans le gouvernement ou va travailler dans une entreprise. Donc moi je dirais que c'est vrai que ça aide, on ne peut pas nier que ça aide d'être dans une famille par exemple d'entrepreneurs ou bien qui a des moyens, mais ça ne fait pas du tout le travail à ta place en fait. C'est la réussite, pour revenir à ce mot, succès, réussite, même si j'aime pas trop utiliser ce mot, elle dépend vraiment que de son travail personnel, je pense. Alors ça aussi, c'est l'avantage d'être entrepreneur, on n'a vraiment pas de journée type. Déjà, par exemple, entre le mois de juin et le mois de décembre, c'est des journées qui n'ont absolument rien à voir. Bon, là, on est en juin, donc je vais commencer par le mois de juin. Généralement, le lundi, c'est le grand staff meeting avec tous les collaborateurs de Bond au bureau. Le lundi, c'est la seule journée où tous les collaborateurs doivent être au bureau. Parce qu'après, c'est impossible de les rattraper le reste de la semaine entre ceux qui vont sur le terrain, les ingénieurs, les techniciens, les opérations, etc. Donc le lundi, ça c'est la seule journée où il y a un peu une journée type. C'est que voilà, la réunion avec tout le monde, après la réunion avec tous les directeurs, la réunion avec chaque département et ensuite des rendez-vous avec des partenaires ou quoi. Maintenant, j'essaie un peu de m'organiser, par exemple, pour le matin être vraiment tranquille avec les équipes au bureau et avoir les rendez-vous l'après-midi avec les partenaires, les fournisseurs, les clients. Sinon aussi pas mal de descente sur le terrain pour voir ce que les équipes font. Après, comme je disais, en décembre, là, c'est 6 jours sur 7 sur le terrain. On a une petite cabane en Jamas. Je dis que c'est une cabane, mais c'est une maison avec une seule pièce, pas de toilette, pas de salle de bain, pas de cuisine. Et là-bas, la journée type, c'est on se réveille à 5 h du mat, move gas à la gargote, et après, ça va préparer les jeunes plants, ça transporte les jeunes plants, ça reboise, ça prépare les bénévoles. Et on rentre à la maison vers 18 h, douche dans la cascade, dans la forêt primaire, tous les jours, c'est la routine. Et voilà, mais sinon franchement, je suis incapable de donner une journée type. C'est pas du tout faire du 8 à 17 et voilà, aller sur son bureau et manger entre midi et 2. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ça. Déjà par rapport à ceux qui veulent entreprendre, le conseil que je pourrais donner, c'est déjà entreprenez que si vous trouvez un problème auquel vous pouvez répondre. Si votre entreprise ne répond pas à un problème ou quoi, dès que vous aurez des difficultés, vous ne saurez plus vraiment pourquoi vous avez fait ça, vous ne saurez plus regarder au loin. Il faut vraiment résoudre un problème, sinon c'est du business, quoi. C'est pas de l'entrepreneuriat. Si on ne répond pas à un problème, enfin, pour moi, acheter un téléphone à 5 et le revendre à 10, c'est pas de l'entrepreneuriat, ça s'appelle du business. Ou du commerce, enfin comme on veut. Mais l'entrepreneuriat, c'est créer des solutions, créer de la richesse, créer de la valeur, innover. Donc le conseil, c'est surtout
trouver le problème avant de trouver la solution. Si vous entreprenez sans savoir c'est quoi le problème, c'est que déjà vous êtes sur la mauvaise direction. Ensuite, entourez-vous de personnes plus intelligentes que vous. Ça, c'est très difficile à concevoir pour certaines personnes. Mais pourtant, c'est la meilleure des choses à faire parce que ce qui est difficile, en fait, c'est d'assumer qu'il faut lâcher prise des fois sur… On ne peut pas tout contrôler ce qui se passe dans son entreprise. Donc autant s'entourer de personnes compétentes, de personnes en qui on a confiance et de personnes qui sont sur le même état d'esprit et la même vision que vous. Et puis le dernier, c'est ayez du courage parce que je pense que j'incite les gens à entreprendre, mais je ne suis pas certain que ce soit fait pour tout le monde. Parce que surtout à Madagascar, on se prend des coups, on se fait secouer. Et c'est très difficile, des fois même les familles, elles le voient, elles souffrent avec vous quand vous avez des difficultés. Donc avoir du courage et être prêt en fait, à assumer qu'il y aura des galères quoi qu'il arrive. Je connais aucun entrepreneur qui n'a pas eu des difficultés et des difficultés qui vous poussent peut-être à réfléchir à d'autres possibilités. Ce n'est pas des petites difficultés de ouais, je ne sais pas comment payer ça ou quoi. C'est des difficultés qui vous touchent personnellement, etc. Et ça, c'est sûr que tous les entrepreneurs vont passer par là. Donc gardez le courage. Corban œuvre dans tout ce qui est conseil RH, formation, coaching, mentoring des startups et externalisation de paix. Nous pouvons aussi vous aider dans l'élaboration de business models et de business plan. Si vous avez des projets de vidéo marketing, nous pouvons également vous offrir nos services.